Quasiment depuis le tout début de ma chaîne, nombreux parmi mes spectateurs me réclament des vidéos sur Five Nights at Freddy ou FNAF, et ce bien que je ne sois pas un spécialiste en jeux vidéo et que ce ne soit pas le thème de la chaîne. Alors oui, il y a quelque chose de fascinant qui se dégage de cette franchise, et je comprends l'obsession, ou du moins le fort intérêt qu'elle génère, notamment via sa sous-intrigue secrète et mystérieuse, brillamment orchestrée par Scott Cawthon, créateur des jeux. On parle tout de même ici de l'une des communautés les plus actives du net en ce qui concerne les théories et analyses pour essayer de déterminer en quoi consiste justement cette intrigue secrète et comprendre les histoires macabres qu'essaye de raconter Scott à travers cette série de jeux. Ça, plus l'aspect relativement simple des jeux en question et de leur gameplay, qui favorise la méfiance et la paranoïa, ainsi que le côté protecteur de Cawthon envers son œuvre, et nous avons une franchise de jeux indépendants qui a tout pour provoquer l'engouement, et je le répète, la fascination. Mais sans doute y a-t-il parmi vous un certain nombre de personnes qui ne savent pas ce qu'est FNAF, et je peux les comprendre n'étant moi-même pas un grand connaisseur. Voici, en quelques mots, le concept des jeux. Il se déroule dans une pizzeria appelée Freddy's Fazbear Pizza, célèbre pour ses animatroniques à l'effigie des mascottes du lieu. Seulement voilà, le restaurant a connu une série d'événements sinistres qui ont sali sa réputation et provoqué sa fermeture dans le passé. Un homme, William Afton, surnommé Purple Guy, déguisé en l'une de ses mascottes, a attiré 5 enfants à l'arrière de la pizzeria pour les assassiner. Et même si le tueur sera arrêté, on ne retrouvera pas les corps. Quelque temps plus tard, plusieurs clients se plaindront d'odeurs nauséabondes dégagées par les animatroniques, ainsi que de coulées de sang et de mucus qui s'écouleraient de leurs orifices. Ces plaintes, ajoutées aux terribles faits divers connus par le Freddy's Fazbear Pizza, achèveront de causer sa fermeture. Mais il rouvrira quelques années plus tard, et c'est là que le premier jeu débute. Mike Schmidt, nouveau gardien de nuit de l'établissement, doit surveiller les lieux. En effet, les animatroniques restent allumés la nuit sous peine de tomber en panne s'ils restent trop longtemps inactifs, et ceux-ci semblent dotés d'une volonté propre. Pire encore, s'ils croisent un humain de nuit dans le restaurant, ils le prendront pour un robot sans son costume et tenteront de lui en faire enfiler un de force, le tuant sur le coup. Mike doit donc tenter de survivre en surveillant attentivement les déplacements des animatroniques via ses caméras, en sachant que, à cause des ressources limitées du restaurant, il ne dispose que d'une énergie limitée et que s'il utilise trop son équipement, celui-ci risque fort de tomber en panne. Un concept simple mais efficace, propice à générer du suspense et surtout de la paranoïa, vu que le joueur sera attentif au moindre mouvement suspect. Et bien sûr, avec le succès grandissant de la franchise qui a enchaîné les épisodes et son univers assez marqué, des projets d'adaptation cinématographique ont commencé à émerger. En 2015, Warner Bros était sur le coup, et on parlait de Jill Kennan, réalisateur du piètre remake de Poltergeist entre autres, pour réaliser le film basé sur Five Nights at Freddy's. Malheureusement, malgré un bel enthousiasme au départ de Scott Cawthon, celui-ci fut très déçu des décisions prises par Warner et le script ne lui plut pas du tout, à tel point qu'il annula leur accord et que le projet fut juste annulé. Toujours désireux de voir sa création prendre vie sur grand écran, Scott se tourna alors vers Blumhouse, convaincu que c'était la boîte parfaite pour un long métrage de ce type. Très vite, la machine se remit en route et Chris Columbus fut engagé pour l'écrire et le réaliser, et un script fut finalisé en 2018. Script à nouveau refusé par Scott Cawthon, même s'il admettra une amélioration par rapport au projet de Warner Bros. Pour reprendre ses propres mots, il n'acceptera aucun scénario qu'il n'estimerait pas assez bon ou qui n'irait pas dans la direction qu'il souhaitait, et reportera le projet autant qu'il le faudra pour tomber enfin sur le script parfait. Et si le script parfait devait ne jamais arriver, alors il n'y aura tout simplement pas d'adaptation au cinéma. Devant les rumeurs d'annulation totale du projet, Jason Blum, lors d'une interview, a révélé qu'au contraire, le tournage du film n'avait jamais été aussi près de commencer. Et depuis, on sait même qu'il devrait débuter au printemps 2021. Enfin, s'il n'y a pas de nouveau report. On ne sait pas grand-chose sur son script, mais apparemment l'intrigue se calquerait sur celle des 3 premiers jeux, qui sont les plus intéressants, d'après Scott Cawthon. Mais que le film sorte dans peu de temps, ou pas, le moins que l'on puisse dire, c'est que ces multiples reports ont généré pas mal d'attentes auprès des fans, convaincus qu'après tant d'annulations, le projet que Scott validerait enfin sera juste parfait. Et cette attente n'est pas passée inaperçue auprès des producteurs de films qui n'avaient pas forcément la chance de posséder les droits d'adaptation des jeux. Mais nous sommes dans le monde du cinéma, et dans ce monde, à producteurs malins, rien n'est impossible. Ainsi, depuis 2-3 ans, nous voyons émerger des projets qui semblent fortement inspirés par l'univers de FNAF, et ce n'est guère étonnant, vu qu'il y a toute une communauté de fans qui n'attendent qu'une adaptation de leur jeu préféré à se mettre sous la dent. Coïncidence totale, Warner Bros se retrouve à produire et distribuer une curieuse série B horrifique que certaines rumeurs insistantes prétendent inspirer du fameux scénario refusé en 2015 par Scott Cawthon. Bien entendu, il ne s'agit là que de rumeurs infondées, et ce genre de procédé n'arrive jamais
à Hollywood. Réutiliser des scénarios de cette façon afin de quand même pouvoir exploiter des licences perdues, c'est insensé, on ne se permettrait jamais une telle chose. Le film en question s'appelle The Banana Splits Movie et est réalisé par Danishka Esterhazy. Et s'il ne s'agit donc pas d'une adaptation officielle de FNAF, le titre ne vous est peut-être pas inconnu pour autant. En effet, les personnages de la série pour enfants des années 60 produite par le célèbre studio Hanna-Barbera sont réutilisés ici sous la forme d'animatroniques détraqués. Ironie, c'est que ces personnages étaient des acteurs en costume dans la série originale et n'avaient aucun lien, quel qu'il soit, avec des animatroniques ou des robots, et que dans le film, nous suivons donc des personnages censés être des animatroniques mais incarnés par des comédiens costumés. Il y a d'ailleurs quelques problèmes de cohérence et de continuité à ce sujet, les personnages se comportant parfois comme des robots au mouvement mécanique, puis, 2 scènes plus tard, comme des créatures au mouvement parfaitement naturel. Mais bon, dans l'intrigue, il s'agit bien d'animatroniques aux effigies de personnages anthropomorphes, ce qui, déjà, rappelle fortement FNAF. Et bien sûr, tout comme dans FNAF, ces créatures artificielles vont subir un dysfonctionnement qui vont les pousser à commettre des meurtres ultra violents, et toutes les personnes présentes dans les studios de télévision à ce moment-là vont en faire les frais. Et voilà donc l'une des principales différences entre FNAF et ce Banana Splits Movie, l'univers dans lequel il se déroule. Exit la pizzeria et bonjour au studio de télévision. Un contexte complètement différent qui est d'ailleurs plutôt bien exploité par le film, d'autant que, comme par hasard, au moment où les animatroniques pètent complètement leurs câbles, des visiteurs se trouvent exceptionnellement sur place. Le père qui rêve de faire de son enfant une star, des célébrités du net qui cherchent à rentabiliser leur visite des lieux pour faire un max de vues, la famille américaine typique dont l'enfant est complètement accro au show pour compenser un manque d'attention, etc. Et on se retrouve donc devant une comédie horrifique assez gore et violente, aux propos très critiques et acerbes envers la télévision d'une part, mais plus globalement contre l'industrie du divertissement abrutissant sous toutes ses formes et ses dérives. En effet, l'émission des Banana Splits dans le film est sur le point d'être annulée par la production, et ce, en dépit des ambitions artistiques et de la situation économique de tous ceux qui se trouvent derrière. Et on va pas mal s'attarder sur la vision très mercantile et opportuniste des producteurs de contenu télévisuel, qui sont indirectement responsables des tueries provoquées par les animatroniques détraqués, et par conséquent, font en quelque sorte office de véritables antagonistes, les robots tueurs étant dénués de véritable volonté. Mais tous les autres personnages sont également des produits de ce mode de pensée et de consommation des médias. Les célébrités du net assimilables aux youtubeurs et streamers actuels, prêts à tout pour gagner en popularité et qui proposent un contenu aussi vide de sens que d'intérêt. Ce père qui cherche à devenir riche et célèbre par l'intermédiaire de sa petite fille qu'il force à jouer les actrices juvéniles, l'instrumentalisant complètement pour servir ses objectifs, et même cet enfant plus élevé par la télévision que par ses parents, dont les multiples problèmes détournent l'attention et qui voit donc en ces créatures animatroniques en quelque sorte une figure parentale de fortune. On critique donc l'influence très forte que peut avoir la télévision, mais également les médias plus modernes comme Internet, sur les plus jeunes. Enfin bref, c'est un sujet assez connu, mais le film l'exploite de façon ultra directe et plutôt bien pensée. C'en est même surprenant, surtout qu'on pense, aux premiers abords, être devant une comédie gore plutôt décérébrée. Il n'en est rien, elle est beaucoup plus intelligente et acide qu'on pourrait le croire si on n'est pas attentif. De plus, et c'est un tour de force à souligner, The Banana Splits Movie possède une dimension méta assez unique en son genre et qui rend le tout plus intéressant encore à analyser. Comme dit précédemment, il est assez clair que le film est basé sur le projet avorté d'adaptation de FNAF par Warner Bros. C'est Warner qui le produit via sa filiale Blue Ribbon, et c'est aussi eux qui le distribuent. Cela paraît gros comme coïncidence. Et tout de suite, mise en parallèle avec la critique insistante des producteurs sans réelle vision artistique et juste opportuniste, tout aussi prêts à produire le moindre projet claqué au sol à partir du moment où celui-ci peut rapporter de l'argent, que d'arrêter une série historique et virer toute l'équipe si leur show n'en rapporte au contraire pas assez. Vu l'opportunisme évident que représente The Banana Splits Movie en sa qualité d'adaptation non officielle d'un matériau populaire, on peut facilement comprendre que la réalisatrice et les 2 scénaristes, Jed Elinoff et Scott Thomas, aient critiqué la démarche même à travers leur film, d'apparence régressif et uniquement divertissant. Forcément, une telle critique de leur propre projet n'est possible que parce que les films produits via Blue Ribbon ne bénéficient pas du même contrôle et de la même mainmise de la part de la boîte que les productions estampillées Warner Bros. La dimension méta qui en résulte est assez folle et donne l'impression d'entendre l'avis de ses auteurs sur les commanditaires du projet même, rendant le tout bien plus divertissant et sensé que son intrigue premier degré. Si on ajoute à cela la transformation d'anciennes idoles de la jeunesse en tueurs maniaques et sanguinaires quasiment jamais vus au cinéma, qui reflètent un propos contre le patronat comme une rébellion des employés mis au tiroir face à ceux qui cherchent à les virer, et on achève de rendre cette dimension méta aussi profonde que significative.
Bref, The Banana Splits a non seulement réussi son coup en tant que fausse adaptation de FNAF, puisque ses mascottes tueuses vous y feront immanquablement penser et donnent le côté fun et horrifique tant recherché au film, mais réussit en plus à être critique et surtout conscient de son statut. Encore une fois, ça donne une comédie horrifique assez unique en termes de ton et de propos. Personnellement, je salue l'effort. Et évidemment, The Banana Splits Movie n'est pas la seule adaptation détournée de FNAF. Et on a pu voir d'autres essais à ce sujet, à l'image du court-métrage de Jack Bishop de Hug, qui en est, pour le coup, assez proche. L'intrigue se déroule dans une pizzeria familiale dont l'attraction principale est un panda en animatronique. Un gamin capricieux souhaite assister au spectacle du panda, mais d'après l'employé en charge, celui-ci est en pause repas. Le gosse vole le trousseau de clés de l'employé et s'offre un numéro privé, qui va évidemment mal finir. En à peine 5 minutes, le court-métrage dresse un parallèle évident avec FNAF, même si sa volonté première est de nous montrer un gosse insupportable recevoir une belle correction de la part d'un terrifiant animatronique. Car sous ses airs gentillets, notre panda possède en réalité un visage démoniaque, capable de terrifier plus d'un gosse qui serait tombé dessus par hasard. The Hug a été proposé pour un concours de Hulu dont le gagnant devait remporter un budget pour en réaliser une adaptation. Et s'il n'a pas fini premier, il a cependant été plutôt bien reçu par les spectateurs et prouvait qu'il y avait un public pour les œuvres à base d'animatroniques psychopathes. Et ça n'est pas parti pour s'arrêter, comme vous vous en doutez. Par exemple, si je vous dis Nicolas Cage, beaucoup d'entre vous auront en tête Mandy, d'autant qu'il a été ajouté sur Netflix récemment, ou Color Out of Space, ou d'autres séries B horrifiques sorties ces dernières années. Et si tous ces films sortent les uns après les autres, ce n'est en général pas un hasard, puisque Cage capitalise de plus en plus sur cette image de anti-héros badass de films de genre. Et avec ce que je vais vous raconter, vous verrez, il n'y aura plus de doute possible. En 2018, Nicolas Cage se balade sur la Blood List, cette liste de scripts de thrillers et de films d'horreur en provenance de projets avortés, qui est un puits de perles en puissance duquel on a pu voir émerger des longs métrages comme Bird Box ou Maggie, et tombe sur un scénario qui l'interpelle. Une histoire signée J.O. Parsons est basée sur un très court métrage de 2 minutes qu'il a lui-même réalisé, et qui met en scène des animatroniques possédés et meurtriers. Nicolas Cage y voit un film dans lequel il peut se mettre en valeur et qui suit sa ligne éditoriale, si je puis dire, des dernières années. Il propose alors de produire le film notamment via sa boîte Saturn Films et de s'offrir le premier rôle, ce qui convient à tout le monde. Willis Wonderland peut alors se mettre en chantier et sa réalisation est proposée à Kevin Lewis qui n'a plus rien réalisé depuis plus de 10 ans, tandis que la plupart des producteurs ont un lien de près ou de loin avec Cage, ce qui lui donne une certaine mainmise sur le film. L'idée est la suivante. Un conducteur silencieux débarque dans une petite ville et connaît un malheureux accident qui l'empêche de reprendre la route. Un businessman lui propose alors un deal et lui répare gratuitement sa bagnole pour le lendemain si Nicolas Cage accepte de jouer les concierges une seule nuit dans son restaurant fermé depuis longtemps. Seule chose qu'il doit faire, nettoyer et prendre soin des lieux, ce qui peut paraître simple si on oublie que les anciens animatroniques du restaurant sont toujours en place et que, loin d'être inactifs, ils sont dotés d'un instinct meurtrier et s'en prennent automatiquement à quiconque pénètre sur leur territoire. Notre concierge de fortune va donc devoir se battre pour sa survie. Dès le départ, le rapprochement avec FNAF est évident. Outre les animatroniques démoniaques, nous avons un personnage principal muet et un restaurant familial un petit peu délabré. Le fait que l'intrigue se déroule en une nuit durant laquelle notre héros doit survivre, etc., etc. Et pour cause, le scénario de ce Willis Wonderland, qui s'appelait à la base Wallis Wonderland, a vraiment été pensé comme une adaptation des jeux, à tel point que plusieurs choses ont dû être changées, comme les noms ou même l'apparence des créatures, pour éviter les problèmes de droit. Ça en dit long. Clairement, le film profite des multiples retards de l'adaptation officielle de FNAF pour débarquer alors que tout le monde l'attend. Contrairement à The Banana Splits Movie, qui reste relativement obscur, elle bénéficie également de la célébrité de son acteur principal, Nicolas Cage, sur lequel est basée une bonne partie de la promo, et même du long métrage en général. Le comédien a eu énormément de poids sur chaque décision prise pour le projet, à commencer par son personnage. Lui qui voulait absolument interpréter un personnage silencieux dans un film d'horreur a pu exaucer son souhait, et on peut dire que ce Willis Wonderland le met beaucoup en avant. Ce n'est pas pour rien non plus. Son personnage est plus ou moins calqué sur John Wick, il n'est à aucun moment mis en danger, sa capacité à surpasser ses ennemis et se sortir de n'importe quelle situation sans devoir fournir le moindre effort à tel point que le spectateur ne se sentira jamais impliqué, n'aura jamais peur pour lui. Nous assistons donc à une sorte de film d'action horrifique durant lequel on peut voir Nicolas Cage littéralement défoncer toute une galerie d'animatroniques très méchants et impitoyables. Puis, pour faire semblant d'avoir un enjeu quelconque, nous avons droit à toute une partie qui prend la forme d'un slasher lambda des années 90 avec un groupe de jeunes adultes tous plus stupides les uns que les autres qui arrivent littéralement
littéralement comme un cheveu dans la soupe, juste parce que sans eux, le film n'avait pas assez de matière. De ce fait, il n'arrive jamais à reproduire un tant soit peu l'attention délivrée par les jeux, ni à être vraiment drôle comme l'était de Banana Splits Movie. Il cherche plus à surfer sur la vague des actionneurs horrifiques dans lesquels Cage s'est illustré au cours de ces dernières années, sauf que ceux-ci avaient des intentions artistiques que ce Willis Wonderland n'a de toute évidence pas du tout. De plus, au niveau technique, c'est souvent très limité. L'éclairage et la photographie sont assez laids et rendent certaines scènes difficiles à comprendre, notamment lors des affrontements. Et tout cela, c'est sans compter le montage assez catastrophique par moments et qui contribue grandement à donner un aspect cheap au long métrage. Malgré tout, les amateurs du recyclage de Cage dans les séries B horrifiques seront contents de le voir dans ce rôle de concierge silencieux qui cabotine toujours comme un fou et qui est plus badass que jamais. Pour lui, défoncer des animatroniques démoniaques, c'est une simple formalité au même titre que sa fonction de concierge du soir, qu'il met un point d'honneur à remplir, malgré le fait qu'il se soit de toute évidence fait piéger par le propriétaire des lieux. Et via les nombreuses scènes d'action, bonnes ou mauvaises, du film, on voit tout le fun et le second degré qu'ils ont cherché à proposer, car du propre aveu de Kevin Lewis, le film marche sur les traces de films comme le cultissime Killer Clowns from Outer Space de Stéphane Chiodo, ce qui est, je trouve, une comparaison intéressante. Le traitement des animatroniques d'animation pour enfants dans la fiction horrifique ressemble beaucoup à celui des clowns. Nous avons une figure censée être amusante, en grande partie destinée aux enfants, mais qui, pour de nombreuses personnes, a dès le départ un côté un peu sinistre. Pour les clowns, il s'agit surtout de leur maquillage et de ces sourires forcés en toutes circonstances, si simples à détourner et qui peut facilement donner une expression très glauque à leur visage. Pour les animatroniques, leur expression figée en d'éternels sourires niais nous y font penser, ainsi que leur mouvement mécanique est extrêmement répétitif, robotique, qui leur procure irrémédiablement un aspect inhumain, peu naturel. Le fait que ce soit des machines permet également de s'imaginer les conséquences d'une perte de contrôle sur eux. En bref, d'une certaine façon, les animatroniques tueurs sont un peu l'évolution des clowns tueurs dans la fiction horrifique, que ce soit au cinéma, dans la littérature, dans les jeux vidéo, etc. Ils rendent également floue la frontière entre ce qui est destiné aux enfants et ce qui est destiné aux adultes, en utilisant des images enfantines pour les détourner, les corrompre et en faire de véritables créatures de cauchemar. D'ailleurs, les plus jeunes se passionnent pour toutes les pseudo-légendes urbaines et histoires vaguement glauques sur ces sujets. Les vagues de clowns tueurs qui ont débarqué pendant des années sur YouTube en sont une preuve, de même que les légendes autour des restaurants Chuck E. Cheese aux États-Unis, des restos familiaux qui utilisent, aux surprises, des animatroniques pour leurs animations et auxquels on prête tout un tas de sinistres faux faits divers. L'un des plus connus prétend par exemple que 5 enfants auraient disparu dans ces fast-foods. Ça ne vous rappelle rien ? Oui, cette histoire est clairement inspirée des jeux Five Nights at Freddy's qui alimentent toujours plus de théories même dans la réalité désormais. Ce qui est ironique quand on sait que l'une des inspirations potentielles du premier jeu fut un fait divers pour le coup réellement déroulé dans un Chuck E. Cheese. Une tuerie durant laquelle un certain Nathan Dunlap a tué 4 employés et en a gravement blessé un 5e. Le tout pour se venger d'avoir été viré de l'un de ses restaurants, ce qui nous permet de faire un rapprochement également avec la trame narrative de The Banana Splits Movie. Tout est lié. Bref, ces films prouvent que le cinéma d'horreur continue de puiser son inspiration partout où c'est possible. Jeux vidéo, faits divers glauques, carrière en vogue d'un comédien, et que, surtout, ces figures continuent d'évoluer sans cesse. Même le petit Chucky a, d'une certaine façon, subi cette influence, en passant d'une poupée possédée par un tueur psychopathe à un animatronique détraqué. Le signe d'une évolution, quoi qu'on puisse penser de la qualité du film. You are my buddy until the end, more than... Alors, même si FNAF ne connaît pas encore d'adaptation officielle, son influence sur l'industrie du cinéma d'horreur est déjà avérée, sans compter tous les films qui s'en inspirent sans présenter pour autant de véritables animatroniques monstrueux. Et je mettrai ma main à couper qu'on risque d'avoir d'autres films de ce genre dans les prochaines années. J'attends, pour ma part, qu'Asylum nous livre sa propre version de FNAF. C'est désormais la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardée, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.